to start the formation lap for the 24 hours of Le Mans. Le Mans est l'un des plus beaux spectacles de sport qui puisse exister. Il y a 3 noms. Il y a Monaco, il y a Indianapolis, et puis il y a Le Mans. Pourquoi? Parce que cette course, elle est incroyable. Elle dure 24 heures. C'est le jour, c'est la nuit, c'est la pluie, c'est le beau temps, c'est le froid, c'est le chaud. Here we go. C'est la plus belle épreuve dans le championnat du monde des voitures d'endurance. C'est une légende, la plus grande course d'endurance au monde. Un défi humain et technologique hors norme. Je peux dire que c'est la course la plus difficile que j'ai jamais faite. La plus dure, que ce soit pour les machines ou pour les personnes. Les 24 heures du Mans, un décor iconique inscrit dans notre mémoire collective où pilotes et constructeurs se battent depuis maintenant un siècle. C'est quand même un tracé qu'on ne peut comparer à rien d'autre. C'est l'un des tracés les plus particuliers au monde parce que ça emprunte des routes secondaires. Et ça, c'est incroyable. Une épreuve où s'écrit l'histoire des sports mécaniques de génération en génération. Si aujourd'hui plus de 100 millions d'automobilistes roulent de par le monde, n'oubliez pas qu'ils le doivent beaucoup à la FARC. Les 24 heures du Mans, c'est une machine à raconter des histoires dans le passé, le présent et le futur. Il y a eu des larmes, de la sueur, de la joie, des choses assez improbables. Les 24 heures du Mans, c'est en fait un formidable couloir du temps. Ce couloir du temps, il égrène en fait de belles histoires, de l'aventure humaine et de l'aventure mécanique. 13 km 626 d'asphalte, une course visionnaire au cœur du bocage sarthois où tous les records sont permis. Il est évident qu'on jouait presque avec le feu, parce qu'on prenait des risques fous. « 300 000 spectateurs autour de la piste et 110 millions de téléspectateurs chaque année. En course, mais aussi dans les paddocks et les coulisses, vous allez découvrir les 100 ans d'histoire des 24 heures du Mans, racontées pour la première fois par celles et ceux qui ont créé la légende. Les 24 heures du Mans, c'est la course à gagner. La piste est libre, la piste est prête, et nous comptons sur vous pour y aller en douceur. L'idée de cette course légendaire est née d'un groupe d'hommes passionnés qui ne s'imaginaient pas à l'époque la tournure qu'allait prendre cette aventure incroyable. En 1922, Charles Farroux, journaliste renommé au quotidien L'Auto, qui deviendra L'Équipe, s'associe à Émile Coquille, directeur d'une manufacture de jantes métalliques, et Georges Durand, secrétaire général de l'Automobile Club de l'Ouest. Ils sont partis à réfléchir sur une idée de Farroux qui dit « Les lecteurs de mon journal voudraient qu'on organise une confrontation entre toutes les voitures fabriquées en Europe. » Et Durand lui répond « Mais au Mans, on a un circuit, on a les autorisations, on peut faire ce que vous souhaitez. » Et Coquille va dire « Eh ben moi, j'amène les 100 000 francs or qui sont nécessaires à l'organisation. » En fin de compte, il va permettre la réalisation du rêve des deux autres. Au départ, il y a 33 voitures inscrites. Il fallait que ce soit des voitures vraiment de monsieur et madame tout le monde. Il n'y avait pas d'amélioration au départ. Il y a 30 voitures quand même qui ont terminé, malgré un temps épouvantable. Vous regardez la course du Mans. Il s'agissait de modèles audacieux pour l'époque. Vous pouvez être sûr que les amateurs de voitures des années 20 étaient autant fascinés que les amateurs d'aujourd'hui devant une élégante Jaguar ou une Ferrari. Il y a 30 voitures qui ont terminé à 92 km/h de moyenne, qui est déjà pour cette époque-là une performance extraordinaire. C'était des aventuriers, déjà des passionnés,
en disant, ben voilà, on va se tester, allez, en avant, on va se tester sur cette nouvelle épreuve dont personne ne pouvait dire l'avenir à l'époque. Immédiatement, ça va propulser les 24 heures du Mans vers une reconnaissance internationale et un intérêt du public, des médias et des concurrents. Pour chaque constructeur automobile, démontrer que sa bagnole est extrêmement bien faite, qu'elle est fiable et qu'elle est performante sur une course de 24 heures, c'est parfait. C'est bien mieux que n'importe quelle autre forme de compétition et ça peut forcément servir l'image de la marque, je dirais la publicité au quotidien de la marque. 100 ans plus tard, la fiabilité des machines est toujours le leitmotiv des constructeurs qui veulent afficher clairement la puissance et l'endurance de leur mécanique. Je souhaite une bonne course. Toi aussi. C'est un honneur de courir contre vous. De même, mais que le meilleur gagne. Tout à fait. Profite. Plus qu'une minute. Quittez la grille immédiatement. Le départ des 24 heures du Mans, c'est un mouvement extrêmement émouvant. C'est presque un moment de cinéma. C'est d'une intensité, mais à nul autre pareil. On a à la fois le cœur qui s'arrête, il va passer à 200 pulsations. Il y a un silence. C'est presque une cérémonie religieuse, le départ au Mans. Tellement c'est fort en intensité. On est tous vraiment dans le même sentiment d'excitation parce que ça commence et que on va avoir la chance que ça dure 24 heures. Au départ de cette nouvelle édition des 24 heures du Mans, nous pouvons apercevoir une figure emblématique, légendaire pour le sport automobile, c'est Jackie Ickx. Jackie Ickx, 82 podiums, 6 victoires aux 24 heures du Mans. Son palmarès parle de lui-même. On l'appelle Monsieur Le Mans. Il est aux premières loges pour assister au départ de cette nouvelle édition. Ce qui est fou, c'est que c'est lui qui a contribué à enterrer définitivement le départ type Le Mans, qui était effectif de 1923 à 1969. Une des grandes signatures de notre course, les 24 heures du Mans, c'est ce fameux départ type Le Mans. Alors c'est quoi le départ type Le Mans? En fait, on imagine la ligne droite des stands, d'un côté des tribunes avec le public, plusieurs centaines de milliers de personnes, et les pilotes vont être placés en face des voitures à l'autre extrémité de la piste, dans un petit rond qui comporte un numéro. La personne qui est invitée à donner le départ agite le drapeau bleu-blanc-rouge. Là, on avait cette image absolument incroyable. On voit les pilotes qui courent à leur machine, qui sautent à l'intérieur. On a une espèce de rougissement mécanique qui arrive. Et puis les voitures qui partent pour ce balai de 24 heures. 10 mètres de course à pied et en avant pour la grande randonnée. On est tout de suite dans le vif du sujet. Les 55 partants mettent déjà plein gaz. C'était du très grand spectacle. C'était de l'audace incroyable. C'était une vraie folie, mais c'était très spectaculaire. Et puis, il y a un jeune pilote. Il s'appelle Jackie Ickx, pilote belge. Jackie Ickx court pour John Wyer, une grande écurie de l'époque. Jackie Ickx a son idée en tête de ne pas courir. Le départ est donné, le drapeau s'agite, chaque pilote court à ses voitures. Et là, on voit un pilote qui se met à marcher tranquillement. C'est parti. Une galopade, sauf pour Jackie Ickx qui prend son temps, c'est son droit. Et un départ impressionnant des Porsche au premier plan. Je l'ai regardé comme on regarde une image sainte, presque. Comme on regarde Armstrong marchant sur la Lune. Ah, je le vois à la télé, ça. Quand je vois ça, je me dis, ah la vache, lui, c'est quelqu'un. Jackie Ickx trouve que cette idée d'un départ où on doit courir dans les machines est quelque chose d'assez dangereux. Il trouve qu'on n'a pas le temps de bien s'attacher dans la voiture, que ce n'est pas très sécuritaire. C'est une course d'endurance, on a 24 heures pour se rattraper. Ce n'est jamais que quelques secondes après les autres. Il en faut du culot. Il faut oser dans la vie.
À l'époque, son idée paraît saugrenue tant la ceinture de sécurité n'est pas inscrite dans les usages. À l'époque, c'était 200, 250 à l'heure, des virages à fond sans visibilité. S'il y a un crash, on y reste. Ça faisait partie de la course. Et au briefing des 24 heures, on se regardait tous en disant demain à la même heure, qui est-ce qui ne sera plus là? L'autre, évidemment, hein, pas soi-même. Et on partait tous. Donc, on était tous un peu... On avait un grain, quoi. Voilà. Tous les week-ends, il y avait des morts. Tous les week-ends, il y avait des morts, des blessés graves. La mort, l'accident était omniprésent. Le bilan, il est là sous vos yeux. Le sort cependant a épargné la majorité des conducteurs, sauf un. Sur 49 voitures au départ, il n'en reste plus que 13 à l'arrivée. La mort sur les circuits, Jackie X n'en veut plus. Priorité à la sécurité. Pour que son acte résonne, notre légende des circuits doit maintenant accomplir l'impensable. Remporter la course tout en partant dernier avec sa Ford GT40. Il y a des courses comme ça qu'on n'oublie pas, qui sont émotionnellement importantes. Devant lui, la bataille fait rage. Jackie X veut en être. Les pilotes se sont élancés sans attacher leur ceinture de sécurité. Ils sont partis à toute allure. Parmi eux, le Britannique John Wolf. Que s'est-il passé? La Porsche numéro 10, partie en tête à queue sur les bordures, s'est littéralement désintégrée. Malheureusement, John Wolf n'a pas attaché sa ceinture de sécurité. Il a été éjecté de sa voiture. Il faut savoir que c'est une époque où une course ne s'arrête pas. The show must go on. Le pilote de la Porsche, l'infortuné John Wolf, n'a pas survécu. Une fois que c'est parti, c'est 330 dans la ligne droite, c'est tiens-toi au plan prévu, n'attaque pas trop, reste sur la route, sois prudent. Ménage ta monture. Des choses incroyables dans sa Ford GT40. Jackie X entame une remontada spectaculaire. La 6, la GT40 de X et Oliver est en tête, mais dans le même tour que la 64, la Porsche de Herman et Larousse. Ce n'est pas le moment de perdre son temps. X et Oliver commencent à croire à leur chance. La remontada, c'est le bonheur de tous. Finalement, on se dit que tout n'est pas désespéré et que tout n'est pas terminé. La course est extrêmement serrée et on va arriver dans la 24e heure, dans les toutes dernières minutes de la course, et on a la Porsche 908 de Hans Hermann et Gérard Larousse et la GT40 de Jackie Oliver et Jackie X qui sont au coude à coude, qui se dédoublent, qui se redoublent. Le duel en tête est lancé. Bientôt, ils seront roue dans roue. C'est le plus astucieux qui l'emportera. La mienne était moins rapide dans la ligne droite que la Porsche. Et il était indispensable que je puisse prendre l'aspiration de cette voiture pour être devant. Et la seule chose qu'il ne pouvait pas prévoir, c'est que dans le dernier tour, j'ai fait ce qui s'appelle le coup de la panne d'essence. J'ai mis mon clignoteur dans la ligne droite, j'ai ralenti jusqu'à 160 à l'heure. Donc Herman, il l'a passé. Il fallait pas qu'il passe. Il fallait rester derrière. Herman devant, X derrière. C'est la meilleure place pour se laisser aspirer. Je n'attendais que ça pour prendre son sillage. Et je savais qu'il ne pouvait pas revenir après. Moi, je ne pouvais pas me frotter les mains puisque j'avais les deux mains sur le volant. C'est fabuleux! Jackie X, parti dernier, réussit l'exploit extraordinaire de remporter cette édition 1969 avec seulement 2 secondes d'écart. Le monde vous appartient parce que quand on a 23 ou 24 ans et qu'on gagne Le Mans, c'est une telle aura, plus rien ne peut vous arriver. C'est ce que les pilotes préfèrent, ce moment où les portes des gradins se libèrent. Aucune
ce monde ne peut se targuer d'avoir une arrivée où 300 000 spectateurs entrent en communion avec les pilotes. C'est vraiment incroyable. Ce qui m'amuse dans cette histoire, c'est de se dire, je relis l'arrivée, au départ, il marche et il gagne pour 2 secondes. Son action va tuer le départ type Le Mans, qui reste quand même une image, un marqueur fort de la course. Mais à partir de 1970, les pilotes sont dans leur voiture, attachés dans leur voiture, c'est plus sécuritaire. Première déception d'ailleurs pour le public de ces 24 heures du Mans 70, le départ. On avait renoncé cette année au sprint traditionnel. Les 51 concurrents devaient partir sanglés à bord de leur voiture. Si la sécurité y a quelque peu gagné, le spectacle, vous le voyez, a beaucoup perdu. Enfin. Même si en 1970, le départ emblématique des 24 heures du Mans disparaît définitivement au grand désespoir du public, ces hommes et ces femmes qui ont toujours porté cette épreuve mythique savent que l'essentiel est tout de même préservé. Transcender l'automobile mondiale dans le respect de valeurs fortes qui font de cette course une des plus belles compétitions du monde. Pour moi, les 24 heures, c'est un endroit incroyable pour inculquer certaines valeurs à mes enfants, comme évidemment l'endurance, le fait de persévérer, d'aller jusqu'au bout. Le fait aussi d'être le meilleur, mais le meilleur de façon positive, en montrant l'exemple et en associant à la fois des pilotes, des mécaniciens, tous les gens qui sont sur le bord de la piste. Ce public qui lui aussi a décidé de vivre cette course pendant 24 heures. Il y a les campings tout autour du circuit, donc les gens sont là sur place, ils dorment quand ils peuvent, ils mangent. C'est un vrai village en fait. Le temps de ces 24 heures autour du circuit, c'est une vraie vie. Hein. Il y a quelque chose qui se met en place qui est assez incroyable. C'est la vie quotidienne, hein, effectivement. Beaucoup de gens, bah oui, ils campaient dans leur voiture, ils se chopaient un robinet quelque part, et de sorte à passer la tête sous le robinet pour se réveiller le matin, et puis se brosser les dents, bah oui, se raser, et puis aller à la messe. On pouvait aller à la messe sur le circuit. Ah, c'était assez passionnant, c'était de voir les gens qui assistaient à l'office et entendre le bruit des voitures derrière, quoi. C'est assez comique, si vous voulez. Au nom du Père et du Fils. Le Mans, très souvent, c'est un phénomène familial. C'est-à-dire que c'est le papa qui aime bien les voitures, qui va emmener sa femme pour lui faire comprendre pourquoi il aime bien les voitures et qui va emmener ses enfants. Le Mans, c'est aussi un mélange d'odeurs extraordinaires où on a à la fois l'odeur de l'huile et de l'essence, des merguez, de la barbe à papa, de la grande fête. Cars resume great formation. We have started the 24 hours of Le Mans. Ça y est, le départ est donné, les bolides s'élancent à toute vitesse, ce n'est que le début et les pilotes attaquent cette première ligne droite à fond sous le regard d'un public gonflé à bloc. Les spectateurs sont venus du monde entier pour assister à cette course exceptionnelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que la population étrangère est importante dans les tribunes. Allemands, Italiens, Américains, Danois, Espagnols et surtout les sujets de Sa Majesté le Roi. Plus de 25 000 Anglais présents aujourd'hui. Le Mans sans les Anglais, c'est Hawaï sans les vagues ou l'Allemagne sans la bière. Ils font complètement partie du décor et de l'ambiance. Les Anglais disent « Le Mans is the most famous British race ». Dès le départ, ça a été une course que les marques anglaises ont voulu courir et gagner. Si Le Mans est la plus grande course britannique en France, c'est qu'elle réunit tout ce dont les Anglais raffolent. Extrême en apparence, sans limite. Alors, dès sa première édition en 1923,
l'épreuve est prise d'assaut par de riches aventuriers d'outre-Manche, pressés de montrer leur bravoure. Rappelons que chez les Britanniques, on dit « Racing improves the breed », la course améliore la race, ou « Racing in the dark », courir la nuit, parce que chez eux, il y a un arrêt du roi qui interdit de rouler la nuit. Alors en plus, courir la nuit, pour eux, c'est extraordinaire. 1923, c'est la première édition des 24 heures. Il y a 2 marques étrangères au départ. Les Belges d'Excelsior et Bentley, chez les Britanniques, qui sont présents. Donc Bentley est là dès la toute première édition des 24 heures du Mans. Les premiers Anglais à représenter la marque au volant d'une Bentley 3 litres aux 24 heures du Mans sont John Duff et Frank Clément. On surnomme ces gentleman drivers les Bentley Boys. Le terme de Bentley Boys se rapporte à tout un style de vie. Ces types étaient les mordus de vitesse de leur génération. Ils repoussaient franchement les limites de ce que pouvait faire une voiture et de ce qu'un être humain pouvait faire. Il faut se souvenir du contexte. Dans les années 20, la plupart des voitures faisaient 20 ou 30 chevaux. Et quand on allait à 50 km/h, ça paraissait rapide. Or, ces types allaient à 190. C'était dingue. Ils vivaient à toute allure sur le circuit et en dehors. Le pilote Tom Christensen, recordman absolu de victoires aux 24 heures du Mans, 9 au total, dont une avec Bentley en 2003, a pu se rendre compte des sensations de conduite peu orthodoxes de ces véhicules d'un autre temps. Évidemment qu'elles sont dans le temps. Il y a une différence considérable. Mais regardez, il y a 100 ans, ils étaient déjà bien avancés. Quelle belle machine! Quel héritage! Une Bentley 3 litres, vitesse de pointe jusqu'à 160 km/h. 4 freins à tambour, ressorts à lame qui font que la voiture saute un peu partout. Le véhicule veut se balader d'un côté à l'autre de la piste. Pas de ceinture de sécurité, une voiture sans toit, sans l'air frais. Donc je ne dirais pas que c'est inconfortable, mais il est certain que sur 24 heures, elle a dû donner du fil à retordre à John Duff et Frank Clément. Il y a un fossé immense quand on pense à ce dans quoi on roulait il y a 100 ans. Je veux dire, le développement, l'ingénierie, tout a beaucoup progressé. Regardez ces pneus étroits, les roues à rayons, l'aérodynamisme. Et là-dessous, on a ce beau petit moteur 3 litres Bentley. Une charmante petite voiture de course. Et toujours parmi les gagnants en 1924, Frank Clément et John Duff. La philosophie de W.O. Bentley, c'était que ces voitures devaient avant tout être fiables. Fiables d'abord, raffinées ensuite, et la performance venait en troisième. Donc survivre à une course de 24 heures, c'était la démonstration parfaite. Voilà de quoi nos voitures sont capables. Les Bentley Boys remportent 5 victoires dans les années 20, dont 3 consécutives, avec Wolf Barnato, premier triple vainqueur de l'épreuve en 3 participations. Et ce n'est pas un constructeur concurrent qui mit fin au règne des kings de l'asphalte, mais bien la Grande Dépression des années 30. Bentley se voit racheté par le constructeur Rolls-Royce en 1931. Je suis très fier d'avoir été un Bentley Boys quand on a gagné avec la Speed 8. Il faudra attendre 2003 pour revoir Bentley sur la plus haute marche du podium, avec au volant Tom Christensen. Bentley gagne le Mans! Le lendemain de la course, je ne sais pas comment ça a pu être organisé, mais les autorités françaises ont autorisé la voiture gagnante à descendre les Champs-Élysées. Des voitures qui défilent sur la plus belle avenue du monde comme des chefs d'État. Seules les 24 heures du Mans peuvent offrir aux constructeurs une telle vitrine. Les grandes marques l'ont bien compris et profitent à chaque édition pour mettre en avant leur savoir-faire.
comme en 1928, lorsque la firme française Tracta dote ses voitures d'une innovation incroyable pour l'époque, mais que tout le monde connaît aujourd'hui, la traction avant. C'est la première voiture à roue avant motrice, offrant ainsi une meilleure adhérence à la route. Les 3 tractions avant terminent l'épreuve sans problème mécanique, un monstrueux coup médiatique pour la marque Tracta. La traction avant, c'est 95% du parc automobile européen. C'est né au Mans. Ils l'ont dit, les 3 membres fondateurs donc, de la course des 24 heures du Mans et de la CO ont dit dès le début, ça va servir à l'évolution de la technique automobile. Ça va être un test grandeur nature, rouler 24 heures. Où ça casse, où ça passe. C'était terrible, comme banc d'essai, c'était terrible. Courir les 24 heures du Mans, ça a été une occasion pour chaque constructeur de démontrer ses savoir-faire. 1926, le phare anti-brouillard, le phare de portée sont nés aux 24 heures du Mans. Au début, ils éclairaient à 50 mètres. Aujourd'hui, avec les LED et les lasers, ils illuminent 500 mètres de piste dans les Lunaudières. 500 mètres. En 1925, l'essuie-glace électrique. Il est né aux 24 heures du Mans. 1930, le goudron devient laboratoire national. 1932, on invente la ligne jaune. C'est né au Mans. 1951, on invente le pneu à carcasse radiale, le Michelin Pilot X. On a tous des pneus à carcasse radiale sur nos voitures. 53, on invente des freins à disque. On a tous des freins à disque sur nos voitures. 57, on invente des phares à iode. On a tous des phares à iode. 1961, on invente des pare-brise triplex. On a tous des pare-brise triplex sur nos voitures. La compétition automobile n'est pas uniquement un spectacle, mais c'est également un laboratoire. C'est un laboratoire qui permet de tester des technologies qui, un jour, seront mis à disposition des utilisateurs de la route. Tester de nouvelles technologies dans ce laboratoire XXL que sont les 24 heures du Mans, Porsche l'a fait. Se dépasser, inventer l'automobile de demain leur a permis de pousser leur véhicule dans leur retranchement et de devenir recordman de victoires, 19 au total. 900 voitures engagées depuis 1951. Porsche est venu au Mans pour prouver que nous étions rapides et fiables. Ça a toujours été le leitmotiv des programmes de course Porsche au Mans. Le but du jeu est d'être fiable et si possible aussi rapide que les autres. Mais si vous êtes un peu moins rapide, ce n'est pas grave, parce que vous êtes fiable. Et quand vous regardez l'histoire du Mans jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas toujours les plus rapides qui gagnent. C'est même rarement le cas. En 1974, aussi incroyable que cela puisse paraître, Norbert Singer, ingénieur pour la firme allemande, ne vient pas décrocher une victoire, mais tester sur son iconique Porsche 911 une nouvelle technologie, le turbo. Certaines personnes prenaient un peu peur en voyant dans la nuit le turbo qui rougeoyait sous la voiture. Ils ne croyaient pas que ça tiendrait 24 heures, mais nous avions déjà pas mal d'expérience. Nous savions que ça tiendrait, que ça convenait, et on n'a eu aucun problème. 1976, Porsche réussit son pari en remportant les 24 heures du Mans. C'est la première victoire d'un moteur turbo, avec au volant Jackie X. Qu'est-ce que ça pousse? Mon Dieu! Au début, ça accélère méchamment. Ça marche. Le 13 juin s'annonce comme un jour de gloire pour les Porsche. Pour eux, la course take dans l'huile. C'est le début du turbo et qui va changer complètement les courses suivantes. Pas seulement dans les courses d'endurance, mais aussi dans l'évolution technique de la mobilité en général. Ce que nous vivons aujourd'hui sont les réminiscences d'une époque vécue dans le passé, où tout le monde se demandait où on allait aller. Mais certaines innovations conçues pour gagner peuvent entraîner des contraintes extrêmes pour les pilotes. Alpine et sa toute nouvelle voiture en 1978 en est le plus parfait exemple. On avait fait une voiture qui était assez exceptionnelle puisqu'elle avait une bulle en plastique qui avait été adapté et il n'y a qu'un équipage qui a accepté de courir avec cette bulle parce que ça fermait carrément le cockpit et il y avait devant une fente, l'air passait au-dessus de la fente, on gagnait pratiquement 10 km/h en vitesse de pointe
avec cette bulle. Mais ça faisait monter de 15 degrés la température dans l'habitacle. C'est insupportable, c'est un sauna. Hein. Puis la dépense physique au volant, elle est quand même impressionnante. Moi, je me souvenais sur les caméras de contrôle, on voyait les mécaniciens jeter des seaux de glace pilés à la tête de leur pilote qui était sanglé au volant de la voiture au moment du ravitaillement. Le gars, il prenait 15 kilos de glace pilée dans la figure et hop, roule. Incroyable quand même. Donc on ne pouvait pas laisser continuer ça comme ça, c'était pas possible. Renault a gagné. Didier Pironi sort de son cockpit, on a enlevé la bulle, cette bulle qui paraît maintenant dérisoire, on se couche dessus, elle n'a plus aucun intérêt. Donc Pironi est sorti de la voiture, il était complètement épuisé, il n'arrivait pas à se tenir debout, il n'est pas arrivé à monter sur le podium, tellement il était épuisé. Il était allé au bout de son effort. À la fin de cette course, le pilote français a perdu plusieurs kilos. Il est dans un état de déshydratation extrême. Depuis, ça nous a servi aussi de leçon, nous organisateurs, puisqu'il y a quelques 15 ans maintenant, je crois, on a fait modifier le règlement des 24 heures en autorisant un surcharge de 15 kg à condition de remettre une climatisation dans les voitures, dont la règle est de respecter 10 degrés maximum au-dessus de la température extérieure. Les 24 heures du Mans ont donc été parsemées d'innovations en tout genre. Pour cette nouvelle édition, les voitures roulent au biocarburant avec zéro pétrole qui permettent une réduction d'au moins 65% des émissions de CO2. Aujourd'hui, les 24 heures du Mans sont encore une fois marquées par un duel. Le géant japonais Toyota face à Alpine. Changement de pilote chez Alpine. Nicolas Pierre sort. La marque française rêve depuis 1978 de remporter à nouveau la compétition. Toyota est clairement le favori cette année. Le constructeur domine l'épreuve depuis sa première victoire en 2018. 5 victoires consécutives. Espérons que le constructeur asiatique ne revive pas le cauchemar de 2016. Je perds tellement de puissance. Le véhicule est arrêté juste après la ligne d'arrivée. Le chauffeur est sur le côté droit. Souvenez-vous, la Toyota numéro 5, suite à une soudaine perte de puissance au dernier tour, laissait son rival Porsche remporter la victoire. L'histoire du Mans, elle est émaillée de ces duels, de ces confrontations de constructeurs automobiles, de constructeurs privés, de grandes équipes, de petites équipes. Et si on n'a pas de grands adversaires, la victoire est moins belle. En sport, à chaque fois que vous avez deux individus, deux équipes, donc deux personnalités complètement différentes qui s'opposent, il n'y a rien de mieux. On a tous les ingrédients là de l'opposition. Et la plus mythique des oppositions aux 24 heures du Mans a lieu dans les années 60. D'un côté, le plus grand constructeur au monde, Ford. De l'autre, la firme artisanale, la Scuderia Ferrari. Le Mans, c'est presque une affiche de boxe. Le duel Ferrari-Ford, il met en opposition deux visions du monde, on pourrait dire. D'abord, deux personnages absolument extraordinaires, que tout le monde connaît. Qu'on s'intéresse ou pas au sport, qu'on aime les bagnoles ou pas, on connaît Henry Ford, on connaît Enzo Ferrari. Et là, on voit s'affronter une culture américaine d'un côté, une culture italienne de l'autre. Vous avez d'un côté l'américain, Henry Ford, le Tayloriste, je fais the most, the biggest, la plus grosse, la plus grande auto, on est les meilleurs, là là. Et puis de l'autre côté, vous avez le constructeur à l'européenne, un peu plus malin, qui se débrouille, un peu plus artisanal. La rivalité entre les deux constructeurs est née en 1963. Ferrari, en difficulté financière, humilie le plus grand constructeur du monde, Ford, en déclinant son offre de rachat. Et là, Henry Ford va se dire, le petit Rital, je vais lui faire payer son affront. Et qu'est-ce que je peux trouver de mieux? C'est une marque sportive. Il faut que je le batte sur le terrain du sport. Et quel est le plus beau terrain du sport pour lui mettre la pâtée et lui donner la leçon? Eh bien, ce sont les 24 heures du Mans. Et la plus mythique des oppositions aux 24 heures du Mans a lieu dans les années 60. D'un côté, le plus grand constructeur au monde, Ford. De l'autre, la firme artisanale, la Scuderia Ferrari. Le Mans, c'est presque une affiche de boxe. Le duel Ferrari-Ford, il met en opposition
deux visions du monde, on pourrait dire. D'abord, deux personnages absolument extraordinaires que tout le monde connaît. Qu'on s'intéresse ou pas au sport, qu'on aime les bagnoles ou pas, on connaît Henry Ford, on connaît Enzo Ferrari. Et là, on voit s'affronter une culture américaine d'un côté, une culture italienne de l'autre. Vous avez d'un côté l'américain, Henry Ford, le Taylorisme, je fais the most, the biggest, la plus grosse, la plus grande auto, on est les meilleurs, là là. Et puis de l'autre côté, vous avez le constructeur à l'européenne, un peu plus malin, qui se débrouille, un peu plus artisanal. La rivalité entre les deux constructeurs est née en 1963. Ferrari, en difficulté financière, humilie le plus grand constructeur du monde, Ford, en déclinant son offre de rachat. Et là, Henry Ford va se dire, le petit Rital, je vais lui faire payer son affront. Et qu'est-ce que je peux trouver de mieux? C'est une marque sportive. Il faut que je le batte sur le terrain du sport. Et quel est le plus beau terrain du sport pour lui mettre la pâtée et lui donner la leçon? Eh bien, ce sont les 24 heures du Mans. Ford va mettre tout son orgueil, tous ses moyens financiers pour construire une équipe de guerre. C'est pas autre chose, c'est une équipe de guerre pour aller au Mans et mettre la pâtée à Ferrari. Et pour faire tomber le constructeur italien, véritable icône des circuits, avec 6 victoires d'affilée aux 24 heures du Mans, le constructeur américain va sortir une carte maîtresse. Son joker, le Texan pur souche Carroll Shelby, pilote de course reconverti dans la préparation musclée de voitures de série. Il est l'arme absolue qui devrait faire plier Ferrari. Carroll Shelby, quels progrès ont été faits sur les Ford d'une année sur l'autre? Nous avons beaucoup plus progressé cette année que jamais auparavant. Nous avons mûri en matière de course et je pense que vous verrez Ford au Mans pendant de très longues années. Il nous a fallu 3 ou 4 ans pour nous adapter à ce genre de course, mais maintenant, nous sommes prêts. 66, Ford est là. La voiture est prête, il y a un nombre de voitures assez conséquent, je crois au moins 7 au départ, qui peuvent prétendre à la victoire au classement général contre les fameuses rouges d'Enzo Ferrari. Chez Ford, pour la couleur par contre, c'est l'anarchie. La 6 est jaune et bleu, la 5 kaki, la 4 pistache et chocolat, la 3 rouge, la 2 noire et la 1 bleu ciel. Monsieur Henry Ford est confiant, il a de solides raisons pour cela. Les Ford sont très puissantes, mais les Ferrari sont agiles. Et la course part sur un rythme d'enfer. Et la bataille promise est bien là, entre Ford et Ferrari. La lutte en tête s'est rapidement ramenée à une âpre bagarre entre la Ford numéro 1, promue par les circonstances au rôle de porte-drapeau de la marque, et la meute des Ferrari lancée à sa poursuite. Finalement, les heures vont s'égrener et les Ferrari vont avoir du mal à suivre le rythme des Ford. Les casses mécaniques arrivent, les sorties de piste aussi. 1, 2, 3, 4 Ford, Gurney, Miles, Whitmore, McLaren et en 5e position la Ferrari de Rodriguez. Et il n'y a pas de raison que les choses changent. La dernière Ferrari qui éventuellement peut les gêner disparaît de la course et finalement, dans le dernier tiers de l'épreuve, pour Ford, c'est course gagnée. Donc on est américain, donc il faut que la pub soit énorme. On va faire un truc qui n'a jamais existé. On va regrouper nos voitures pour franchir la ligne d'arrivée et on va faire une arrivée sur la même ligne. Ça, c'est jamais fait. L'image est top. Ça va faire pleurer Enzo Ferrari, donc on y va comme ça. Victoire écrasante, méritée. Le tiercé du Mans rapporte gros. 2, 1, 5, même dans le désordre, 1, 2, 5. Peu importe puisque les chevaux proviennent de la même écurie. C'était les pronostics de tous ceux qui connaissent le sport automobile. C'est une victoire qui ne se discute pas. Il faut savoir reconnaître la supériorité de ses adversaires. L'histoire de ce duel est tellement puissante qu'Hollywood décide d'en faire un film en 2019, Le Mans 66. L'histoire avec Hollywood n'a pas commencé avec ce blockbuster. Le duel Ford-Ferrari
avait déjà inspiré en 1969 l'un des plus grands acteurs au monde, Steve McQueen. Son ambition, proposer le film ultime sur la course automobile grâce à un budget colossal. Le producteur, l'acteur, le voici, Steve McQueen. À 15 ans, il était mécano pour une compagnie de taxi. Son cachet aujourd'hui 5 millions de francs. Il a engagé 20 millions dans le film. Steve McQueen aux 24 heures du Mans, c'est une sorte d'ange de pain béni. Quand McQueen décide enfin d'exaucer son rêve, c'est-à-dire de faire un film sur les sports mécaniques, il choisit Le Mans comme terrain de jeu. C'est une image formidable. Les autres vedettes sont les voitures. Avec elles non plus, on ne triche pas. Elles ont toutes couru au Mans et pour les besoins du film, elles sont conduites par leurs pilotes respectifs. McQueen n'avait qu'une envie, c'était pas d'être un acteur, mais d'être un pilote parmi les pilotes. Et il en avait le niveau. Je connais très bien la voiture, il marche très bien, on participe avec lui. Vraiment, lui, je crois même plus vite que certains ici, il n'y a pas de problème, ça va très très bien. Steve McQueen aimait beaucoup la course automobile parce que justement pour lui, c'était des héros. Les pilotes qui conduisaient les voitures représentaient un petit peu le Superman par la vitesse, par les dangers, par le self-control. Alors que le cinéma, c'est toujours répéter, corriger, etc. En course automobile, on n'a pas droit à l'erreur. La moindre erreur, c'est fatal. Surtout à cette époque, en 70. Quand le film sort, nous sommes au début des années 70, c'est une sortie mondiale. Donc on retrouve le film en Asie, au Japon. Jusqu'alors, on n'avait pas eu de concurrents japonais aux 24 heures du Mans. Et immédiatement après, on voit apparaître les premiers constructeurs japonais. Donc McQueen, l'acteur, va apporter autant que n'importe quel grand pilote à la légende des 24 heures du Mans. Le film Le Mans a eu une résonance au pays du soleil levant. Mais pas que. En Chine, la superstar du film d'action, Jackie Chan, a décidé lui aussi de se confronter à la plus grande course d'endurance au monde, en devenant le patron de l'écurie Jackie Chan DC Racing et en engageant 2 voitures en 2017. Le Mans pour moi, c'est Steve McQueen. J'ai vu le film qu'il a fait sur la course, bien sûr, mais c'est un rêve de gamin d'être ici. Jackie Chan Racing va performer en terminant sur le podium, aux 2e et aux 3e places, et c'est quand même assez extraordinaire. Les célébrités ont envie d'être aux 24 heures du Mans comme elles ont envie d'être dans tous les grands événements internationaux. Mais la plupart des people qui viennent ici le viennent par passion. Ils adorent venir vivre l'ambiance du Mans. Certains aiment plus particulièrement le sport automobile. On reste tous des enfants, il n'y a que le prix des jouets qui change. Et bien c'est ça. Là, les jouets ont un tout petit peu évolué au point de vue fric, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on rêve. Brad Pitt, il est comme les autres, il rêve du Mans. Bon, il rêve pas forcément de le faire, mais au moins de le vivre. Petit clin d'œil pour les fans de cinéma. Cette année, vous avez 2 stars dans la même écurie. Patrick Dempsey, de la série Grey's Anatomy, qui a troqué son rôle d'acteur pour celui de team manager de l'écurie Dempsey Proton Racing. Son pilote, un X-Men, au volant de la Porsche 911 RSR numéro 93. Il s'agit de l'acteur hollywoodien Michael Fassbender, célèbre pour ses films à succès, Inglourious Basterds et X-Men. Qu'ils soient stars de cinéma ou pilotes professionnels, tous partent avec la même idée en tête, rallier l'arrivée à la meilleure place, et si possible sans accident. Oh, quel impact! Oh là là! La Corvette vient d'être percutée par l'Oreca Gibson 83! Nous avons beaucoup de débris sur la première chicane. Zone de ralentissement numéro 3 appliquée. Plus que n'importe quel circuit au monde, la mise en sécurité des pilotes au Mans est une préoccupation majeure. En cause, la longueur hors norme du tracé, un peu plus de 13 km. Une prouesse pour les secours qui doivent être présents rapidement. Il n'y a pas un accident sur la route qui peut avoir les mêmes moyens que nous aussi rapidement. Il y a 1500 radios déployées sur les 24 heures du Mans. En activant plusieurs réseaux, oui, j'arrive à parler à 100 personnes.
Tout au long de ce circuit, plus de 1500 commissaires de course permettent de mettre aussi en sécurité les pilotes. Ce sont des bénévoles, c'est vraiment les premiers secours, c'est les premiers à être quand il y a un accident sur la piste. C'est aussi les yeux des pilotes, ils ont des drapeaux pour donner des informations aux pilotes. La sécurité, c'est très important et c'est même au cœur de nos préoccupations principales. Il y a la sécurité sur la piste, bien sûr, la sécurité des pilotes, la sécurité des mécaniciens dans la pit lane, la sécurité des équipes et aussi la sécurité des spectateurs puisque on reçoit presque 300 000 spectateurs à chaque événement des 24 heures. Si aujourd'hui il y a autant de sécurité sur le circuit, c'est pour ne plus jamais revivre ce qui s'est passé en 1955. 60 voitures prennent le départ des 24 heures du Mans 1955. 300 000 spectateurs sont là. Jamais peut-être on avait vu se cristalliser autour de la monumentale épreuve autant de curiosité, autant de fièvre, autant de passion. Samedi 11 juin 1955, le sport automobile va être endeuillé par un terrible accident, le plus grave de tous les temps. Mercedes revient sur l'épreuve Mansell pour la première fois depuis l'édition de 1952 qu'elle avait remportée avec des noms comme Juan Manuel Fangio ou Mike Hawthorne. Tout présageait une édition mythique. Durant les premières heures, la bagarre entre Mercedes et Jaguar est l'attraction de la course. La moyenne générale est plus élevée que le record de l'an dernier. Au 28e tour, Hawthorne établit un nouveau record à 195,8 de moyenne, un record que le champion du monde déchaîné lui-même n'arrivera pas à égaler. Mais à 18h25... À près de 280 à l'heure, la Mercedes de Levegh, ayant percuté une autre voiture, venait d'exploser et de faucher la foule. Une voiture s'arrête en catastrophe un peu au stand, fait peur à un autre, qui s'échappe de sa ligne, qui va sur la ligne des voitures rapides, qui arrive à 100 km/h d'écart. En percutant l'Austin de McLean, la Mercedes numéro 20 du français Levegh décolle sous l'effet du choc. Le pilote est éjecté, tandis que la voiture explose littéralement, projetant train avant, capot et moteur vers les gradins. 84 morts, 120 blessés. La mort est passée. Les gendarmes improvisent des linceuls. La Mercedes du malheureux Levegh se désintègre littéralement, criblant encore tout l'alentour des cas de magnésium. On se rendait compte que ce circuit, à l'époque, il passait pour le plus sûr du monde. On s'est dit, mais il faut tout arrêter. Puis après, il y a toutes les circonstances. Ils n'ont pas arrêté la course parce que justement, il fallait évacuer les blessés, il ne fallait pas bloquer les routes, etc. Les gens à l'autre bout du circuit ou même à 300 mètres de là n'imaginent pas le drame qui s'est déroulé. La Jaguar numéro 6 bat tous les records de l'épreuve et en couvrant 4135 km à la moyenne horaire de 172 km 308, ses pilotes Hawthorne et Bubb remportent les 24 heures du Mans 1955. J'y pense encore de temps en temps, parce que c'est une cicatrice qui ne peut pas se refermer. C'est trop fort, c'est trop dur, c'est trop injuste que des gens aient perdu la vie comme ça pour une passion, quoi. Une telle tragédie impose une révision complète des méthodes et des moyens de sécurité dans les compétitions automobiles. Il fallait absolument le faire. Pendant des années, il n'y avait que des bottes de paille autour de certaines parties du circuit. Il n'y avait pas les fameux hauts grillages maintenant qui sont capables d'arrêter les voitures. Et donc, il était temps de repenser toute la sécurité du circuit et en particulier pour le public. À l'heure actuelle, la transformation du circuit est en cours. Un mouton de 1200 kg s'est attaqué aux stands de ravitaillement qui seront reculés d'une quinzaine de mètres et laisseront au bolide une aire plus spacieuse et plus facile. C'est absolument fantastique de voir les progrès des aménagements qui ont été faits pour rendre les circuits plus sûrs. Une innovation cette année, les glissières qui bordent la piste des deux côtés. Elles ont été mises en place dans un temps record. Sécurité d'abord. Une lourde dépense pour l'ACO, mais la vie humaine n'a pas de prix. On améliore sans arrêt les zones de dégagement. Évidemment, plus les vitesses vont vite, plus il faut une zone de dégagement en virage. Donc c'est pour ça qu'il y a tous ces bacs à gravier, ces pneus et tout ça pour amortir les chocs, le crash des voitures. Et si la sécurité du circuit est devenue une priorité absolue,
c'est aussi parce que les vitesses enregistrées n'ont cessé d'augmenter, notamment sur la mythique route départementale 338 de plus de 5 km, connue sous le nom de ligne droite des Hunaudières. 1 minute, 10 secondes à fond, plus de 400 km/h en vitesse de pointe. Les Hunaudières ont participé à l'instauration du mythe des 24 heures du Mans. Des vitesses hors normes que les pilotes à l'intérieur de leur bolide vivent de manière très particulière. Les lignes droites, c'est un endroit où, effectivement, c'est moins passionnant que les virages. C'était un endroit où on pouvait se reposer. Ça paraît bizarre parce qu'à des vitesses pareilles, se reposer à 325 à l'heure, ça semble incroyable. Mais effectivement, dans la ligne droite des Hunaudières, on a le temps de se décrisper un peu. La ligne droite des Hunaudières, c'est celle qui a amené d'ailleurs une exception. En 1988, une voiture avec un moteur français, une voiture française, a atteint 407 km/h. Cette voiture est la plus rapide du monde. Depuis samedi soir, 21h, Roger Dorchy, au cours des 24 heures du Mans, a battu sur la ligne droite des Hunaudières le record de vitesse. Roger Dorchy est ainsi maintenant le seul coureur automobile à connaître la sensation de conduire à plus de 400 à l'heure. Je n'ai pas beaucoup d'impression en roulant à 260 avec ma voiture sur l'autoroute. Vous me direz, c'est pas autorisé, mais ça m'arrive. Que de rouler à 400 dans la WM sur le revêtement de la ligne droite. Forcément, pour atteindre ces vitesses-là, il a mis tous les boutons dans le rouge, c'est évident. Pour Peugeot, ça a été exceptionnel quand même, parce que c'était le lancement de la 405 Peugeot, et donc le moteur ayant atteint 407 était un Peugeot. Donc, pour aider commercialement Peugeot, on a validé 405 km/h. J'ai acheté une Peugeot 405 parce que je me suis dit, mais waouh! Cette ligne droite, à la suite de cette énorme vitesse, ça a fait peur à juste titre, d'ailleurs, à la Fédération internationale, qui nous a sommé dans un délai très court de 6 mois de séquencer cette ligne droite en 3 tronçons à peu près équivalents de 2 km, où les voitures atteignent maintenant 345-350 km/h, 3 fois de suite. Des ralentisseurs qui abaissent la vitesse maxi de 400 à 360 km/h, mais qui vont obliger les pilotes de tête à changer de vitesse 7000 fois de plus. Les 24 heures du Mans cette année se joueront sur la fiabilité, c'est sûr. Malgré ces chicanes, les vitesses enregistrées dans cette portion du circuit restent toujours importantes. Plus de 350 km/h. Quand on sait la Boeing décolle à 260, ça vous donne une petite idée des forces aérodynamiques qui sont en jeu. N'importe quelle voiture au-dessus de 350, elle n'a qu'une idée, c'est de décoller. L'image est surréaliste. Il est 20h47 hier soir sur le circuit des 24 heures du Mans, quand la Mercedes numéro 5 de l'Écossais, Peter Dumbrake, s'envole littéralement à plus de 300 km/h et vient retomber de l'autre côté du rail, dans les arbres. Après un looping et 300 mètres de glissade et de tête à queue, voilà ce qu'il reste de la Mercedes numéro 4. Ça m'a beaucoup marqué parce que j'étais en direct. Et quelqu'un me dit, il y a une voiture qui est en train de s'envoler. On pense au pilote. Il dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Pas une égratignure, alors que la voiture a décollé. Et ça, c'est vrai que c'est une image extrêmement forte de l'histoire des 24 heures du Mans. Ouais. Il y avait une bosse sur les Hunaudières à l'époque. Donc la voiture s'est effectivement un tout petit peu soulevée et il n'y avait pas assez d'appui à l'avant. Et donc l'air est passé sous la voiture et là a soulevé la voiture comme elle soulève un avion qui va décoller. À l'époque, le savoir aérodynamique des ingénieurs en automobile n'était pas celui qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, on a totalement géré ces problèmes par des trous au-dessus des roues et que si l'air s'engouffre sous la voiture, il ressort par les trous. Et ça, c'est quelque chose qui a été inventé au Mans sur nos prototypes. Beaucoup de progrès ont été faits aujourd'hui sur les voitures pour la sécurité. Des crashbox installés à l'avant ou à l'arrière du véhicule sont capables d'absorber l'énergie en cas de choc. La forme du siège et le positionnement du pilote ont été également étudiés pour limiter les risques de fracture de la colonne vertébrale. Invention également du Hans, qui maintient la tête du pilote au niveau des épaules lors d'un choc frontal. De tous les accidents ou tous les incidents, on tire des conséquences et chaque année, la sécurité évolue. Et ça, c'est le cas depuis 100 ans.
Safety car. Faites partir la safety car. C'est Sophia. Elle s'est crashée avec la voiture numéro 26. Les voitures maintenant sont tellement sécurisées. Vous avez le châssis carbone autour de votre monocoque. Ils sont tous testés pour pouvoir résister à de très grosses forces. Donc en tant que pilote, quand on monte dans une voiture, on ne pense pas à l'accident, on ne pense pas à se faire mal et aussi on ne pense pas à la mort. Oh là, il y a la voiture numéro 1 qui fait un tête à queue. Elle s'est fait percuter. Tout est si rapide au Mans que votre fenêtre d'action est très risquée. Il y a beaucoup plus de risques au Mans que sur n'importe quel autre circuit. Tout va tellement vite dans cette course que vous devez savoir si le jeu en vaut la chandelle. Et une dernière chose, le circuit est si difficile à apprendre qu'une erreur peut se transformer en un énorme accident. La plus grande course d'endurance au monde pousse sans relâche les machines dans leur retranchement. Le tracé du circuit si particulier, avec ses 38 virages, fait aussi subir aux pilotes des contraintes incroyables. C'est un défi mécanique et c'est un défi physique aussi. C'est vrai que tenir 24 heures du Mans à la limite dans ce genre d'engin, c'est assez éprouvant. André, ça va? Non, ça va pas. C'est un peu l'effort physique d'un haltérophile, c'est-à-dire que pendant tout le temps où on est dans la voiture, on subit des forces qui sont de l'ordre de plusieurs G au freinage, en accélération et en virage. Donc quand vous voyez un pilote dont la main d'un pilote va du volant jusqu'au levier de vitesse, il est en train de lutter contre une force centrifuge des 4 et 5G par exemple. Quand il tourne le volant, la direction est incroyablement difficile. Donc pendant tout le temps on est dans la voiture, il y a la totalité des muscles qui sont en contraction continue. Donc physiquement c'est très difficile. La première fois qu'on a fait un électrocardiogramme à un pilote, c'était ici sur moi, dans une matra dans la ligne droite des Hunaudières. Et on s'est aperçu qu'on avait le même effort physique qu'un cycliste qui monte le Ventoux par exemple. Donc c'est quelque chose qui était inconnu, la médecine sportive n'existait pas et à partir de ce moment-là, on a commencé à préparer les pilotes physiquement parce que c'était une vraie épreuve physique. Aujourd'hui, les pilotes sont des athlètes de haut niveau, surentraînés pour encaisser léger lors de cette course d'endurance hors norme. Ça va vite, ça va très très vite sur le circuit des 24 heures du Mans. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Michel Galting, Sarah Bovy et Raël Frey obtiennent de très très bons chronos. Je suis au volant d'une Matra 630. C'est la voiture que je conduisais en 1968. Henri Pescarolo, l'homme aux 33 participations. Un record jamais égalé au Mans. Notre pilote de légende n'a cessé de cultiver la gagne, notamment auprès d'une écurie française qui a marqué l'histoire de l'automobile. Il y a un industriel français, ce qu'on appelle un patron, un grand patron, Jean-Luc Lagardère, qui à l'époque travaille plutôt dans l'armement avec sa société Matra, qui va se lancer un défi automobile. Il veut faire briller à nouveau l'automobile française au sommet du sport automobile mondial. Il y a 2 terrains de jeu, la Formule 1 et les 24 heures du Mans. Une voiture bleue défend les chances françaises. La 24, la Matra que piloteront tour à tour Pescarolo et Servoz-Gabin. Le fameux moteur V12 Matra était monté dans cette 630 et pour la première fois, on avait des ambitions d'essayer de gagner les 24 heures du Mans. L'arrivée de Matra, cette promesse de Lagardère, patron de Matra, à Pompidou, président de la République, de redorer le blason de l'industrie automobile française. Oui, parce que ce président de la République était le seul président de toute l'histoire des présidents qui adorait la voiture. Il faut savoir que Georges Pompidou, il arrivait en Porsche à l'Élysée. Il rentrait dans la cour de l'Élysée avec sa Porsche.
quand Lagardère a émis le vœu de faire un V12 français, c'est Pompidou qui a fourni une partie de l'argent nécessaire pour étudier un V12 français. Pescarolo et Matra vont donc porter les ambitions politiques du président des Français, Georges Pompidou. Une façon comme une autre de promouvoir l'industrie automobile tricolore. Il part de zéro, un peu comme Henry Ford. Donc Jean-Luc Lagardère va commencer par racheter une marque automobile française qui s'appelle René Bonnet. Depuis un an, dans le monde de l'automobile, on dit Matra, et Matra, c'est presque un miracle. D'abord, on a murmuré Matra, puis on l'a prononcé distinctement, enfin, on l'a glissé naturellement dans la conversation. La filière Matra a joué un rôle déterminant dans cette époque, avec l'inspiration de la notion d'aviation introduite dans un châssis de voiture de course. La voiture était extrêmement sécurisante parce que c'était la première fois qu'on utilisait des techniques aéronautiques pour faire une coque. C'était comme une coque d'avion, comme une cellule d'avion. Et en plus, ça avait une influence sur la tenue de route de la voiture parce qu'elle était extrêmement rigide et on avait une meilleure tenue de route que toutes les autres voitures. Le constructeur français va être confronté à Ford, Ferrari, Porsche ou encore Alfa Romeo. Pendant 6 ans, Matra va gagner en expérience et en fiabilité. Pour Lagardère, 1972 doit être l'année de la gagne. Il l'a promis au président français Georges Pompidou. Depuis 1950, aucune écurie française n'a remporté le précieux trophée. 15h, 1 heure avant le départ réel des 24 heures du Mans, devant les 300 000 personnes rassemblées autour du circuit, c'est le couple présidentiel qui va parcourir en premier les 13 km 640. La voiture présidentielle mettra 4 minutes 39 secondes, soit une moyenne de 176 km/h. 72, pour Matra, c'est une course difficile parce qu'on n'a pas encore gagné le Mans. Il faut que cette victoire arrive, on a mis énormément de moyens là-dedans. Matra affiche une supériorité qui fait peur à la concurrence. Mais la victoire se gagne aussi dans le cockpit. Henri Pescarolo est perplexe quant au choix de son équipier. Camille Kronbach me dit, ton coéquipier, ce sera Graham Hill. Et là, je lui dis, mais là, il est hors de question. Il me regarde, il me dit, mais pourquoi? Je lui dis, Graham Hill, avec tout le respect que je lui dois, c'était déjà une légende du sport automobile. Je lui dis, comme un jeune con que j'étais, c'est un vieux pilote. S'il pleut la nuit et s'il y a du brouillard le matin aux 24 heures du Mans, il va rentrer se coucher. Je me trompais parce qu'il venait pour réaliser quelque chose qui n'a jamais été réalisé, ce qu'on appelle la triple couronne. Il était champion du monde de Formule 1, il avait gagné Indianapolis et il voulait gagner les 24 heures du Mans. Donc à l'inverse de ce que je croyais, il était hyper motivé pour gagner les 24 heures du Mans. Et on a gagné, entre autres, grâce à Graham sous la pluie. C'était extraordinaire. C'était une course fabuleuse. Oh, doublé historique! Matra remporte pour la première fois les 24 heures du Mans. Henri Pescarolo, Graham Hill sont sur la première marche du podium. Et avec cette victoire de Matra au Mans, Graham Hill reste encore à ce jour le seul pilote au monde à avoir gagné ce qu'on appelle la triple couronne. 1974, un fait de course incroyable va faire entrer cette édition dans la légende des 24 heures du Mans. C'est le grand retour du constructeur allemand Porsche. 2 victoires au compteur et une toute nouvelle voiture, la 911. Matra doit absolument tenir la distance. Malheureusement, on casse la boîte de vitesse. La nuit sera dure pour Matra. Abandon de Beltoise-Jarrier, abandon de Josso d'Alem-Volec, Biel coulé. La boîte de vitesse de la Matra, c'est une boîte Porsche. Et bien là, Porsche va jouer son jeu de fournisseur et de prestataire et va occulter le duel sportif et va apporter son aide pour la réparation de la boîte de vitesse. Donc on a envoyé 2 mécaniciens Porsche chez Matra pour réparer la boîte de vitesse Porsche et après ils sont repartis.
La Matra numéro 7 de Pescarolo Larousse, en effet, garde la tête, mais a dû s'arrêter 46 minutes, boîte bloquée. Il faut saluer l'exploit des mécanos qui ont réussi à réparer. Ils ont eu la sportivité de nous fournir la pièce. Dans cette situation, on aurait pu se dire « Allez, on ne les aide pas, et puis on gagne ». Mais non, nous les avons aidés, parce que ce sont des clients. Nous avons finalement terminé second. C'est l'histoire drôle de la course de 74. Ça y est, c'est fait. Pescarolo remporte pour la 3e fois consécutive les 24 heures du Mans. Seuls 2 pilotes ont réussi cet exploit. Matra aura bel et bien tenu sa promesse, celle de faire rayonner l'automobile à l'international. Rideau pour la Gardère. Sur le circuit des 24 heures du Mans. Ah, la nuit. Véritable symbole de cette course mythique où les pilotes doivent emprunter des routes de campagne à plus de 250 km/h. J'adore conduire la nuit. On est tellement concentré, on est dans un tunnel rien qu'à vous, et rien ne pourrait vous sortir de votre concentration. Parce que c'est beaucoup plus dur de conduire pendant la nuit, mais c'est justement pour ça que j'adore ça. Je sais pas comment dire. On est dans sa zone, on fait son boulot et on conduit comme si on était sous drogue un peu, c'est hyper étrange. Vous pouvez vous sentir complètement seul. Les lignes droites sont tellement longues que vous ne voyez pas les virages. Vous regardez les lignes et vous ne voyez que les bandes. « 1977, de nuit, Christine Beckers est à l'arrêt avec son Inaltera numéro 2 sur la ligne droite des Hunaudières. Je me souviens, c'est comme si c'était hier. C'était le 11 juin 1977. J'ai pris mon 2e relais, tout va bien. Et tout à coup, plus de phare, plus de moteur, plus rien. J'ai évidemment pas de liaison avec le stand. Et là, on a cette jeune femme pilote qui se retrouve avec une bête blessée sur le bas-côté. Et l'esprit même des 24 heures du Mans, c'est de ne pas renoncer. Dans le box, probablement, on se pose beaucoup de questions parce que même si des pilotes femmes arrivent au Mans, ça reste quand même un truc de mec. Alors les mécanos, forcément, c'est eux qui ont la science et qui savent jouer de l'alternateur, du carburateur ou arriver à réparer une boîte de vitesse. Je me rends compte que ça vient du coupe-circuit. Alors bon, je suis pas très forte en mécanique, mais quand même, je me dis, il faut neutraliser ce coupe-circuit si c'est lui qui stoppe la voiture. Et donc, il faut couper les fils. Je rappuie sur le démarreur. Et là, miracle. Elle démarre. Alors, j'ai mis la première et je suis partie. Et quand je suis arrivée au stand, c'est un des plus beaux jours de ma vie que j'ai vécu. Parce que personne croyait que j'allais ramener la voiture. On se dit, c'est un miracle, quoi. La voiture a terminé la course, on était 25e. Après tout, c'est pas si mal. Christine Beckers entre dans la légende du Mans. C'est extraordinaire pour une voiture neuve comme ça. Elle marche aussi bien, c'est-à-dire qu'elle soit saine, qu'elle soit facile à conduire. Je m'attendais surtout à ce qu'elle soit plus lourde. Et ça me faisait un peu peur parce que j'ai quand même pas des très gros bras. Il est clair qu'on doit essayer d'ouvrir la compétition automobile au plus grand nombre. Donc on parle de parité. Comment les hommes vous regardent? Faut pas dire qu'ils ne sont pas enthousiastes, mais enfin ils ne regardent pas d'amourir d'aller pour autant. Hein. Au début, tout au début, c'est no tits in the pits. Pas de néné dans les stands, quoi, dans les pits. Il n'y avait même pas de toilettes prévues pour les femmes. Tout le monde a sa place dans le sport automobile, que ce soit une femme ou un homme. Je pense que c'est un sport qui accepte les deux. Au niveau mondial, le constat n'est pas bon.
Selon la Fédération internationale de l'automobile, la FIA, ce sport n'accueille que 5% de femmes. La question, c'est d'intéresser les enfants, que ce soit des garçons ou des filles. Parce qu'une fois qu'ils auront compris que n'importe qui peut le faire, le point d'interrogation disparaîtra sur la phrase « Est-ce que je devrais vu que je suis une fille ?» ou « Elle ne devrait pas le faire parce que c'est une fille ?» C'est nécessaire qu'il y ait plus de femmes qui participent à des grandes courses, comme les 24 heures du Mans. Parce que si une petite fille à la maison regarde la télévision et regarde le Mans, et voit une femme en train de courir, elle pourrait se rendre compte « Ah, moi aussi je peux le faire » et dire à son papa qu'elle veut faire du karting. Je dirais que les 24 heures étaient précurseurs, puisque l'histoire des femmes aux 24 heures du Mans, ça date du début de l'histoire. Ça commence au début des années 30, 1930, Odette Sicot, Marguerite Mareuse, c'est le premier équipage 100% féminin au volant d'une Bugatti, et elle termine dans le top 10 de la course, et ça c'est assez extraordinaire. Je pense que le fait d'être femme pilote participe à l'émancipation de la femme. Je l'ai constaté surtout aux États-Unis, parce qu'il y avait des émissions en direct qu'on n'avait pas encore ici, et où les femmes téléphonaient et nous disaient allez-y, allez-y, battez-les, hein, montrez-leur qu'on n'est pas à notre place dans notre cuisine, montrez-leur, on est avec vous, on est avec vous. Les hommes pensaient que c'était impossible qu'une petite bonne femme aille plus vite qu'eux, et donc à ce moment-là, il y a une solution, c'est de porter réclamation. Et donc, on démonte le moteur pour voir s'il est conforme. Donc, c'est arrivé plusieurs fois. Le moteur était évidemment conforme. Et moi, ils n'ont pas pu me démonter. Si vous étiez battu par deux femmes à l'arrivée, vous seriez un peu vexé, non? Non, je ne suis pas vexé du tout. Je serais vexé de la même façon que si j'étais battu par un homme. C'est surtout un sport d'adresse. Mais pour moi, pilote femme ou pilote homme, c'est la même chose. Une fois qu'on est derrière le baquet, avec le casque sur la tête, personne ne sait si on est un homme ou une femme finalement. Odette Sicot, Michel Mouton, Sophia Flörsch, Lilou Wadou, Anne-Charlotte Vernet et bien d'autres ont marqué et marqueront l'histoire de cette compétition. L'Inaltera de Christine Beckers trône d'ailleurs au musée des 24 heures du Mans. Parce que c'est quand même la plus belle du musée. Si pour Charles Jamme, l'Inaltera est la plus belle du musée, ce n'est pas pour rien. Cet entrepreneur fantasque a participé à une épopée héroïque aux 24 heures du Mans. En 1976 apparaît sur la piste des 24 heures du Mans 2 voitures dont personne ne veut parler et qui s'appellent les Inaltera. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que notre entrepreneur n'avait à l'origine rien d'un patron d'écurie automobile. Charles Jamme a décidé de s'associer à Jean Rondeau, manceau pure souche et pilote, qui a le projet complètement fou de fabriquer 2 voitures pour participer aux 24 heures du Mans. Charles Jamme voit l'opportunité de faire un coup marketing colossal en finançant l'opération et en apposant sa marque sur les véhicules. Alors Inaltera est une société qui fabrique du papier peint, c'est-à-dire un projet de consommation. C'est avant tout, je ne l'ai jamais caché, une opération qui a été destinée à augmenter le taux de notoriété de la marque de notre société dans les 80 pays où on exporte. Le problème, c'est que faire ainsi sur les circuits la publicité d'une marque vendue dans tous les supermarchés, eh bien c'est interdit. Et l'affaire va remonter très haut. Le chef de cabinet du ministre de l'Information, qui s'appelle M. Rossi du gouvernement, me dit « Monsieur, cette voiture, c'est pour de la publicité clandestine. On ne vous interdira pas de rouler, mais les journalistes sont interdits de parler de vos voitures. » Les chaînes de télévision et la radio nationale annoncent qu'elles ne prononceront pas le nom d'Inaltera. Résultat, une controverse sur le sport et la publicité. Une situation très compliquée pour Charles Jamme, qui a déjà engagé des sommes colossales pour faire rouler ces 2 voitures aux 24 heures du Mans. Il ne reste que 200 jours avant la course. Charles Jamme doit trouver une solution pour que ces voitures puissent participer aux 24 heures du Mans. Son plan, embaucher Jean Rondeau et ses collaborateurs au sein de son entreprise. Je les ai engagés dans ma société.
de papier peint. Parce que si j'avais fait une société à côté, personne n'en aurait parlé. Et surtout, j'aurais pas pu mettre le nom Inaltera sur les voitures. Parce que ce que je voulais, c'était avoir la marque Inaltera. Être le constructeur. Tout a commencé en novembre 1975. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir donc de vous annoncer qu'Inaltera engagera 2 voitures aux 24 heures du Mans 1976. 17 personnes travaillent au sein de l'équipe. Ils sont tous étudiants en mécanique, âgés de 21 à 25 ans. À l'époque, les grandes écuries avaient un service course sur lequel il y avait 50 personnes. Et sur le stand, ils étaient 50, 60 pour servir la voiture. Nous, on était 17. En un an, une équipe d'ingénieurs, de mécaniciens et de pilotes, réunis autour d'un directeur d'une grande société lyonnaise, ont mis au point cette petite merveille bleue. Il y a eu une grande difficulté d'être reconnu. Et là, j'ai eu une chance extraordinaire, ça a été Henri Pescarolo. Squale d'acier. Monstre à l'affût. C'est la nouvelle voiture française du Mans. Et sous leur aume de chevalier du Moyen-Âge, des cosmonautes au nom familier. Christine, Beltoise, Josso, Rondeau, Pescarolo. Il m'a dit banco. Et ça m'a donné une crédibilité incroyable. Charles Jam, qui avait beaucoup de charme, a fait un coup de violon comme il sait faire en disant « c'est de nouveau l'aventure Matra ». Beltoise a signé « c'est de nouveau l'arrivée d'une équipe française en sport automobile ». Bon, j'ai accepté. 17 personnes travaillent au sein de l'équipe. Ils sont tous étudiants en mécanique, âgés de 21 à 25 ans. À l'époque, les grandes écuries avaient un service course sur lequel il y avait 50 personnes. Et sur le stand, ils étaient 50, 60 pour servir la voiture. Nous, on était 17. En un an, une équipe d'ingénieurs, de mécaniciens et de pilotes, réunis autour d'un directeur d'une grande société lyonnaise, ont mis au point cette petite merveille bleue. Il y a eu une grande difficulté d'être reconnu. Et là, j'ai eu une chance extraordinaire, ça a été Henri Pescarolo. Squale d'acier. Monstre à l'affût. C'est la nouvelle voiture française du Mans. Et sous leur aume de chevalier du Moyen-Âge, des cosmonautes au nom familier. Christine, Beltoise, Josso, Rondeau, Pescarolo. Il m'a dit banco. Et ça m'a donné une crédibilité incroyable. Charles Jam, qui avait beaucoup de charme, a fait un coup de violon comme il sait faire en disant « c'est de nouveau l'aventure Matra ». Beltoise a signé « c'est de nouveau l'arrivée d'une équipe française en sport automobile ». Bon, j'ai accepté. L'image de l'équipe sportive existe et cela contribue pour une part non négligeable à répandre le nom de la marque. En fait, j'ai fait la première opération de sponsoring en France. Parce que jusqu'alors, les gens faisaient de la publicité, mais n'utilisaient pas un événement sportif ou tout autre événement pour faire connaître leurs produits. 200 jours se sont écoulés. Jean Rondeau, Charles Jam et toute l'équipe ont réussi à mener à bien leur projet. Les voitures sont prêtes à participer aux 24 heures du Mans. Deux voitures qui n'avaient jamais couru terminent les 24 heures et à des places d'honneur. Un pari sportif réussi incontestablement. En un an, le taux de notoriété assistée d'Inaltera a doublé et son taux de notoriété spontanée a triplé. Une année bien remplie. 1978. Après 2 ans d'acharnement et le retrait de l'entreprise Inaltera, Jean Rondeau veut continuer à se battre pour ses rêves et remporter les 24 heures du Mans. Le but, continuer à améliorer les voitures engagées en 1976. Pour ça, il monte une toute nouvelle écurie, baptisée les Automobiles Jean Rondeau, et enrôle Charles Jam en team manager. Les moyens restent toujours très limités. Jean Rondeau était ami avec le préfet du Mans. On n'avait pas l'argent
pour faire des essais haute vitesse en soufflerie. Le préfet du Mans nous a donné 15 ou 20 km d'autoroute qui n'était toujours pas ouverte, l'autoroute qui va au Mans, là. Et j'ai pris 380 à l'heure sur l'autoroute du Mans. C'est moi qui ai le record de vitesse, hein, sûrement. Hein. Mais est-ce que c'est pas le piment de la vie, ça? 1980, ce que personne ne soupçonnait ou s'autorisait à penser arrive. Jean Rondeau, avec toute son équipe, dont Charles Jam, face au plus grand constructeur du monde, remporte les 24 heures du Mans. On a gagné les 24 heures du Mans. Jean Rondeau, la joie pour vous est totale. Oui, elle est totale et je la dois à toute mon équipe de mécaniciens qui a fait un temps merveilleux depuis de nombreuses années. Ça reste quand même un truc qui ne s'était pas produit et qui ne se reproduira plus jamais. Parce que aujourd'hui, les 24 heures ont beaucoup changé. C'est des écuries avec 500 personnes. C'était David contre Goliath, contre tous les grands constructeurs. Et en fait, on a réussi l'exploit du siècle. Le Mans est émaillé de ces épopées invraisemblables qui participent à sa légende depuis 100 ans. Mais il n'y a pas que les petites écuries qui ont parfois des idées folles. Les grands constructeurs aussi peuvent se lancer d'incroyables défis pour marquer la compétition de leur empreinte. Audi est venu quand même gagner 13 fois les 24 heures dans les début des années 2000. On dit qu'à l'époque, il dépensait à peu près 300 millions pour 3 autos. C'est énorme. On est arrivé avec une organisation jamais vue avant, avec une préparation jamais vue. Quand Audi va au Mans, on va au Mans pour gagner. Et pour arriver à cet objectif, Audi va choisir le moyen le plus inattendu qui soit. Briser un tabou du sport auto, engager des voitures roulant au diesel. Vorsprung durch Technik. Ouais, c'est l'idée d'Audi. Le chef m'a dit un secret qu'on était en train de préparer une voiture diesel. La première chose que j'ai pensé, j'espère d'être les premiers à gagner avec cette voiture-là. Ça consomme moins et c'est moins cher. Et c'est pour ça qu'Audi s'est engouffré sur le truc. Pourquoi il n'y aurait pas de diesel au Mans? Ça ne parlait pas d'écologie à l'époque. Il y a beaucoup de gens qui n'aimaient pas ça. Ça ne faisait pas le bruit d'un V8 très sonore. Ils s'attendaient à voir de grandes volutes de fumée noire, à entendre des bruits de camions. Et les diesels qu'on a utilisés au Mans, c'était plus que 1200 bars. Et ça a changé la combustion complète, plus efficace, moins polluant. Et aujourd'hui, vous avez tout ça dans les moteurs de série. Audi s'impose en 2006 pour la première fois avec un moteur diesel. Un pari que va vouloir relever à son tour en 2007 un constructeur français avec la ferme intention de mettre fin au règne d'Audi. Il s'agit de la marque au lion. Pour vous, diesel rime peut-être avec économie de carburant. Ici au Mans, gazole veut dire performance. Après 14 ans d'absence, Peugeot revient sur le circuit de la Sarthe avec ses 2908 à moteur diesel. Il y a comme une odeur de guerre commerciale chez deux des plus gros fabricants de diesel au monde. Ça vous fait pas peur? Ah, ça n'a rien à faire peur, c'est du sport. On veut se battre, on veut être les meilleurs, c'est normal. Mais c'est une challenge de 24 heures. Pendant 5 ans, le duel entre les constructeurs roulant au diesel marquera l'histoire de la compétition. Jusqu'à cette édition d'anthologie en 2011, considérée par les spécialistes comme étant la course du siècle. Au volant des Audi, de nouveaux visages, comme celui du pilote André Lotterer. Il est épaulé par son ingénieur, Lina Gade. Ce que je préfère, gagner. On était un peu les underdogs parce que c'était notre deuxième année chez Audi. Il y avait les grands calibres avec Tom Christensen, Alan McNish, Dino Capello.
Ils ont gagné plein de fois Le Mans et nous, on était des nobody. On allait vite en test, mais on n'a encore rien prouvé. Sur la ligne de départ, 3 E10 R18 TDI face à 4 Peugeot 908. Et puis la course a commencé. Et là, les problèmes ont commencé. 15h51, Alan McNish perd le contrôle de son Audi. Chacun était comme gelé, parce que on a vu un accident tellement intense que chacun avait peur que ça se passe mal. Le pilote écossais est indemne. Nous avions 3 voitures qui allaient pendant toute la durée plus ou moins à la même vitesse. Il n'y avait pas de risque et aucune raison d'en prendre, mais ils l'ont fait. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est de continuer notre course, malheureusement avec 2 voitures. Sur les 3 équipages que nous avons, un de nos équipages les plus expérimentés est à présent 100% au jeu. Je n'étais pas dans la voiture, mais mentalement, ce genre de situation, ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Sur la piste, il reste encore 2 Audi en lice. Rien n'est joué, tout reste possible. La course reprend, mais peu avant 23h. Nouveau rebondissement. Un impact comme ça, à cet endroit-là, on est toujours à 350. Et si tu tapes le mur ou le rail à cette vitesse-là, c'est jamais bon. André a dit « Tu sais qui c'est ?» Donc j'ai respiré un grand coup, bien à fond, avant d'allumer la radio pour lui dire que c'était Rocky, et d'essayer de le faire sans aucune émotion. Et je dois dire que je n'y suis pas arrivée. À près de 300 km/h, Mike Rockenfeller, toujours sur Audi, tente un dépassement, mais file dans le décor. Je me suis dit, waouh, c'est un des nôtres, c'est notre équipier. Et il y a du silence pendant je ne sais plus combien de temps. Mais nouveau miracle, le pilote s'en sort sans dommage. Et je dis, alléluia. Je me souviens seulement d'avoir pensé, il faut continuer de se battre, il faut continuer de pousser très fort et ne pas prendre de risques sur la voiture. Incroyable! Le combat fait rage sur la piste. La débauche d'énergie pour les pilotes est colossale. Nous sommes déjà à plus de 40 changements de leader. Cette course est immense. Se retrouver à jouer au chat à la souris, et c'est une histoire de fou parce que je suis au volant, il commence un peu à pleuvoir. La Peugeot passe sur des pneus plus soft, donc pendant cette phase de pluie, revient à notre rousse, je perds le sens de position. Je ne sais plus si je suis premier ou deuxième. Lina me donne les écarts. 10 secondes, je suis OK. Et puis 12 secondes, je fais... c'est pas bon ça. 14 secondes, je me dis... là, c'est foutu, je perds la course. Moi, je roule comme ça. Je prends tous les risques dans le trafic, des trucs que je fais jamais. Et je continuais de lui dire, on est à 10 secondes, 11 secondes, etc. Et il pensait qu'il perdait du temps. Alors il continuait de pousser encore plus fort, et encore plus fort, et encore plus fort. J'ai compris, j'étais en tête. Et là, je me retrouve avec une crevaison lente. Il y a eu une discussion sur la stratégie à adopter. Ils m'ont demandé et j'ai dit non. Ne changez pas le pneu crevé, même si c'est plus rapide et que ça pourrait permettre de garder la tête. Non, changez les 4 pneus pour être sûr d'avoir une arme bien aiguisée. Et même si vous perdez quelques places, là, vous aurez la vitesse et vous serez capable de gagner. Celui-là, il faut pas le rater. Faisons le meilleur de tous les pit stops. La voiture est repartie et je me suis dit, c'est la dernière fois qu'elle part. À présent, le sort en est jeté. Le mieux que tu puisses faire, c'est rester focus et dans le sport auto, tu sais jamais ce qui peut arriver. Mon rythme cardiaque était vraiment à fond. J'étais tellement nerveuse. C'est juste fou!
Pendant les années 2000, la technologie diesel est au service de la victoire. Le leitmotiv des constructeurs, toujours conserver une longueur d'avance et rester connecté avec les problématiques de leur époque. Dans les années 2010, l'automobile doit apporter son tribut à la sauvegarde de l'environnement. 2012, victoire du premier moteur hybride qui voit l'électricité apparaître dans la motricité des véhicules de compétition. Les 24 heures doivent s'adapter à l'évolution de la société et c'est ce que les 24 heures ont fait depuis 100 ans. L'avenir de l'automobile, c'est une automobile qui soit décarbonée. La solution, c'est pas de supprimer les voitures. On a toujours besoin de se déplacer, mais de faire des voitures qui soient zéro émission. Et aujourd'hui, les technologies, elles existent. Il y a tellement de solutions qui se proposent à l'automobile mondiale que les constructeurs sont un peu dubitatifs sur un choix. Alors, on était dans le thermique, on est passé par l'hybride, on va vers quoi maintenant? L'électrique, pas tout électrique? Les 24 heures du Mans ont choisi l'hydrogène parce que c'est la seule solution qui permet lors d'une course de combiner zéro émission et de ravitailler rapidement, contrairement aux voitures électriques qui peuvent nécessiter plusieurs heures de recharge. On a eu envie de faire tester la voiture à hydrogène à l'île Wadou. Elle incarne parfaitement le futur de la course automobile. Elle n'est pas incroyable? Franchement, mais l'important, c'est ce qu'il y a derrière, sous le capot. Tu vois, c'est une pile à combustible. Avec l'hydrogène qu'on a dans les réservoirs, pris avec l'oxygène de l'air, on produit l'électricité. Il n'y a que de l'eau qui sort. Donc, tu penses que c'est l'avenir? Dans quelques années, on pourra rouler avec des voitures comme ça pendant les 24? Là, tu vas comprendre pourquoi, en fait, le sport auto va perdurer grâce à cette technologie. Cette voiture, pile à combustible, elle ne recrache que de l'eau. C'est de l'eau distillée. Alors on ne pourrait pas vivre avec. Il faudrait y mettre un petit peu de sels minéraux dedans. Mais elle est parfaitement potable. Plus de 100 ans d'histoire pour la plus grande course d'endurance au monde. Ce laboratoire XXL de l'automobile mondiale a aidé les constructeurs à faire évoluer l'automobile de manière significative en restant toujours en lien avec les préoccupations d'une société constamment en mouvement. Certains disent que poser un pied sur le circuit des 24 heures du Mans, c'est déjà être dans le futur. Les constructeurs, les pilotes l'ont prouvé. L'avenir de l'automobile se jouera, quoi qu'il en soit, sur l'asphalte sarthois.